Peut-être déjà pour certains. À côté de moi, Joseph Boyden, qui est canadien, romancier d'origine amérindienne, écossaise, irlandaise. Il s'est fait connaître en France avec plusieurs romans, dont Le chemin des âmes, Les saisons de la solitude, Dans le grand cercle du monde ou Là-haut vers le nord, un recueil de nouvelles. Et il représentera l'autre grand pays nord-américain, à savoir le Canada, a une frontière un peu artificielle à séparer les peuples indiens entre Canada et États-Unis. Et c'est Marie qui va traduire les propos de Joseph Boyden. À côté de Marie, Gyasi Ross. Gyasi Ross est avocat, il est également artiste, rappeur, activiste, l'un des leaders de la jeune génération. Et il tient une colonne régulièrement dans un grand journal indien qui s'appelle Indian Country Today. Il vit aujourd'hui dans la réserve Suquamish, près de Seattle, dans l'État de Washington. Et c'est Arnaud qui traduira les propos de Gyasi. À côté d'Arnaud, David Troyer. David Troyer, il est père juif autrichien, mère Ojibwe. Il vit en Californie, mais toute sa famille est originaire de la réserve de Leech Lake. Il a publié plusieurs romans en France, dont Little, Comme un frère, Le manuscrit du docteur Apple et plus récemment Et la vie nous emportera. Et il est aussi l'auteur d'un document consacré justement à cette Amérique indienne que l'on va évoquer, Indian Roads, un voyage dans l'Amérique indienne. Et il sera traduit par Tom. Et à côté de Tom, Joëlle Roskowski, française, l'une des rares françaises à avoir autant étudié, travaillé en tant qu'ethno-historienne le monde indien nord-américain à travers pas mal de dimensions identitaires, politiques, artistiques. Voilà, donc on aura, je pense, l'occasion avec ces quatre invités de voir la richesse et la permanence des cultures indiennes dans l'Amérique d'aujourd'hui. Alors ce que je vais peut-être commencer par faire avec chacun d'entre vous, c'est vous poser une question très, très simple. Indian Country, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça symbolise? Comment vous en parleriez à des gens, les Français, qui ne savent pas vraiment ce que c'est pour la plupart? Joseph Boyden. Indian country. It's not a term I would typically use up in Canada or in New Orleans. I live in New Orleans part of the year, but my home is Georgian Bay, Wasauksing area of Georgian Bay. Indian country for me is when I go back home to a place called Almec Lake, where my family is from, in Georgian Bay, Wasauksing Reserve, Beausoleil Reserve, and see family and friends, and that's on a very personal level. Alors, Indian Country, c'est pas un mot que j'utilise très souvent chez moi. Alors, chez moi, c'est la Nouvelle-Orléans, mais c'est plutôt un mot que j'utiliserais quand je retourne voir ma famille ou des amis près du lac Omak. And I guess possibly in a more global way, the idea of Indian country, I think that indigenous people understand what that is. Turtle Island for Anishinaabe for sure, but I think as a concept, rather than a geographical place, Indian country is a place where we get together and we know each other. I've known David for many years, and we've just gotten to meet. But it's a place where like-minded people can come together and express, and understand. We get each other without really having to say much to each other. En fait, Indian Country, le terme, c'est une idée que tous les Indiens d'Amérique comprennent, mais c'est plus un concept qu'un lieu géographique. C'est le fait de pouvoir se retrouver. Je connais David depuis plusieurs années, nous venons de nous rencontrer, mais en fait, c'est le lieu où des gens qui ont la même façon de penser peuvent se retrouver et se comprendre sans pour autant avoir à dire grand-chose. Gyasi? Okay. Tanatapi, Exagapi. Indian country, it's a loaded term. It's like most political terms. It's a term of art. It doesn't mean anything, but it means something at the same time. What's Indian country most literally? Well, both North and South America. That's the literal translation, all of it, every single place, every single household, whether you're
a white person, a black person, a Chinese person, a native person, you're on a reservation or you're off reservation, that's all Indian country. A lot of that country has never been negotiated. It's never been properly contracted for. There was never due consideration for those lands. And in fact, right now in real time, Arnold, tell me if I'm talking too long. Right now in real time, there's a dispute regarding that in a place called Cannonball, North Dakota, where there was 3 treaties signed with a whole bunch of Lakota people, and each one subsequently made what was considered Indian country smaller without giving more consideration. That's not a valid contract. Bien, alors cette notion de Indian Country, c'est un terme qui est très chargé et qui peut avoir une signification bien sûr politique. C'est un terme qui peut finalement être assez vide de sens, comme il peut au contraire avoir beaucoup de poids. Si on le prend le plus littéralement possible, en fait, c'est à la fois l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Littéralement, il n'y a pas un endroit sur le continent qui ne soit pas Indian Country, quelle que soit la communauté qui y habite, les Blancs, les Afro-Américains, qu'on soit descendance chinoise ou qu'on soit Indien d'Amérique, qu'on vive dans une réserve ou hors d'une réserve, tout cela, c'est Indian Country. Ce qui est Indian Country n'a jamais été défini correctement par des traités. On ne lui a pas accordé suffisamment d'attention juridique ou légale. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple actuel, il y a un litige à propos d'un territoire, Cannonball, dans le Dakota du Nord, parce que des peuples Lakota, des tribus Lakota, ont signé 3 traités qui, en fait, ont amené à une diminution des territoires indiens et qui donc sont contestés parce qu'invalides. And just to close, regarding that thought, what is Indian country? Legally, there is a definition. It means the lands that we're relegated to, which is a small fraction of the lands that are actually ours. So our land, the Blackfeet territories, there's another Blackfeet tribal member here, Tim Rivas, up in front, and he'll attest to this. Anybody who's been to our homelands will attest to this. Our homelands are the most beautiful places in the world. They're sacred, they're powerful. It's where creation literally started. And so that's what Indian country means, is that in spite of all the madness that's going on every place in the world, whether it be terrorist attacks, whether it be racial attacks, Indian country is a place where things kind of just make sense. Eh bien, il y a également une définition juridique de ce qu'est le pays indien. Et en fait, ce sont les territoires sur lesquels les peuples indiens ont été relégués. Et cela ne constitue en fait qu'une petite proportion de ce qu'est réellement le pays indien. J'aimerais saluer ici un autre membre du peuple Blackfoot, mon peuple, pied noir. Et je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi pour dire que chez nous, dans le Indian Country, eh bien, c'est l'endroit le plus beau sur Terre. Ce sont des terres qui sont sacrées, qui sont remplies de puissance. C'est là que la création a véritablement commencé. Et ce pays indien, c'est ce qui nous permet de continuer dans un monde qui voit de nombreuses attaques terroristes, qui subit toute cette folie et qui connaît également des attaques de haine raciale. Et alors, David Troyer, vous avez... dans un de vos livres, Indian Roads, fait ce voyage à travers Indian Country. Vous avez rendu visite à d'autres tribus, vous avez rencontré, interviewé des gens rencontrant des tas de problèmes différents. À votre tour, comment est-ce que vous expliqueriez à des Français ce concept du pays indien, hein, cette présence indienne en Amérique du Nord? Well, Francis, there are 3 of us on stage here, and there are about 5 or 6 more of us in the audience. So you know this is a takeover, right? Alors, Francis, on est 3 sur la scène, on est 5 ou 6 dans le public, donc c'est une rébellion. We'll take those odds, and we'll make
Vansen Indian country soon enough. Il y aura bientôt un Indian Country ici, on va s'en charger. But, I mean, most people imagine Indian communities, urban, reservation, both, as places where there's less of everything. Alors, mais la plupart des personnes imaginent la communauté indienne comme urbaine, dans une réserve, où les deux, peu importe, à chaque fois il y a moins de tout. Less opportunity, Moins d'opportunités, less money, moins d'argent, less peace of mind, moins de quiétude d'esprit, less justice. moins de justice. And it's a way we've come to see ourselves Mais c'est comme ça qu'on a fini par se voir, as eternally aggrieved and suffering. comme un peuple toujours en deuil, qui souffre en permanence. But one of the things that I discovered or that I tried to put in place in Indian Roads was the opposite. Mais ce que j'ai observé, ce que j'ai essayé de définir dans Indian Roads, eh bien, c'est l'inverse. It seems to me that in Indian country we have more of everything. Pour moi, dans l'Indian Country, on a plus de tout. More poverty, Plus de pauvreté, more ways of getting food on the table in the absence of regular income than I can possibly enumerate. Plus de manières de mettre à manger sur la table sans revenus réguliers, plus de manières que je puisse imaginer. More laws and more crime, Plus de lois et plus de délits et de crimes, maybe more heartbreak, peut-être plus de cœurs brisés, but more humor. mais plus d'humour. And all of this has made us the toughest people on earth. Et tout ça a fait de nous le peuple le plus résistant, le plus dur du monde. And our resistance has taken on so many forms. The sort of true Indian creativity are our many ways that we have resisted the forces that have sought to wipe us out. Et cette résistance a pris plusieurs formes. Ça nous a permis de résister à toutes les attaques qui ont essayé de nous anéantir. So to me, that's Indian country. Voilà ce qu'est l'Indian Country pour moi. Alors Joël, toi tu as parcouru l'Amérique depuis un bon moment et tu as assisté à l'évolution de cette Indian Country. Mais déjà, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça représente pour toi? Je voudrais déjà revenir un petit peu au film pour ceux d'entre vous qui l'ont vu, parce que Indian Country, c'est ce que vous avez vu dans ce film. Et pour y avoir passé beaucoup de temps, je voudrais revenir aussi sur une des phrases du film dans lequel il est dit « It's a hard place to live ». Et justement, comme vient de le dire David, il y a moins de tout et en même temps, il y a plus de tout. Il y a tellement d'intensité dans les relations humaines, tellement d'affectivité en fait entre les groupes, et il y a tellement de drames aussi et tellement de désespoir que c'est un endroit qu'on ne peut pas quitter, qu'on ne voudrait ne pas quitter. Si on pouvait y être utile, on voudrait y rester pour peut-être changer ce qui ne va pas et pour peut-être puiser dans ce qui va des leçons et des valeurs qui sont propres à ces communautés. Alors, pour revenir sur un côté un peu moins émotif et plus juridique, Indian Country, c'est exactement comme l'a dit Gianni. Indian Country, c'est les fractions des territoires indiens qui sont demeurés à l'issue des traités, même s'ils ont tous été violés. Ce sont des fragments de territoire qui demeurent, qui sont des restes de l'Amérique indienne d'autrefois. Et comme le disait Gianni, il y a toujours une résistance qui s'exprime. Il y a actuellement une résistance dans le Dakota du Nord. Vous avez sans doute entendu parler de ce problème de l'oléoduc, de Dakota Access Pipeline, donc qui devrait traverser la réserve de Standing Rock, qui est un peu plus au nord que celle que vous avez vue, qui est dans le Dakota du Nord. Là, on était dans le Dakota du Sud. Et donc, les Indiens de Standing Rock, le chef de la tribu, mais aussi d'autres groupes, se sont réunis pour faire opposition au passage de cet oléoduc. Donc, on voit que maintenant, la résistance est toujours vivace et Indian Country est toujours menacée et toujours suscite une résistance pan-indienne. Alors là, si vous deviez définir les uns et les autres, qu'est-ce que c'est être indien dans l'Amérique de 2016? Que ce soit au Canada ou aux États-Unis, pour nous qui vivons de l'autre côté de l'océan, qu'est-ce que ça signifie exactement? Joseph? I've constantly had to fight a number of things over the course of my life. Other people not accepting me,
because I don't look Indian enough. And that's normally not Indian people, I'm talking about white people. I've had to fight not growing up knowing my Anishinaabe language and much of the culture. But one of the things, as David says, we have less of more and we have so much more than others do. What we do have and what my family has is this incredibly resilient ability to take back what was taken from us. I'm one of 11 children. Alors moi j'ai dû me battre contre beaucoup de choses tout au cours de ma vie. Des gens qui ne m'ont pas accepté parce qu'ils trouvaient que je n'avais pas l'air assez indien. Et là, je ne parle pas d'indiens qui m'auraient fait ce reproche, mais de blancs qui m'ont fait ce reproche. J'ai dû aussi combattre le reproche de ne pas connaître ma langue Ojibwe, ma langue natale, ou de ne pas connaître ma culture natale. Mais comme David le disait, on a beaucoup plus que tous les autres finalement. Ce que ma famille a, par exemple, c'est cette résilience, c'est cette façon et cette capacité de reprendre ce qu'on nous a pris. And growing, I grew up with a Anishinaabe mother and an Irish Catholic doctor father, and we grew up in a way that the Indian side of us was never represented. We never got to talk about it. We'd go to the reservation, but we weren't allowed to partake in a lot of things. Alors moi j'ai grandi dans une famille avec 10 autres frères et sœurs. Ma mère était indienne Anishinaabe, mon père était irlandais, médecin. Et notre côté indien, on n'en parlait pas du tout. Donc de temps en temps on retournait effectivement à la réserve, mais il y avait plein de choses qu'on n'avait pas le droit de faire. But all 11 of us, in all of our different ways, some in small ways, some in really big ways, have reclaimed that part of ourselves that is undeniable. And so to be Indian, I think, in Canada for me, is a contemporary thing. Et donc, nous tous, donc on était 11, comme je vous le disais, chacun d'entre nous, à notre propre manière, nous avons réussi à reprendre cette partie de notre identité que finalement personne ne peut nous retirer. Donc pour moi, être indien aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait contemporain. We all grew up hearing that indigenous ways were a thing of the past, but we've all reclaimed them and lived them in our own way to this day. And so it's the whole idea that we are not peoples of the past. We are very current and contemporary and alive and doing very well. Et souvent on dit que les Indiens c'est vraiment quelque chose qui relève du passé, et en fait non, ce n'est pas le cas. On est sans cesse en train de recréer ce que c'est que d'être Indien. Donc aujourd'hui on peut vraiment dire que non, les Indiens ce ne sont pas des peuples du passé, nous sommes bel et bien présents, bel et bien vivants, et nous continuons à nous porter très bien. From a brother who is a lawyer to a sister who's a pipe carrier, so we make that bridge between cultures that we were born into. J'ai un frère qui est avocat, j'ai une sœur qui fait des petits boulots, mais nous tous... En fait, l'un d'entre eux est porteur de pipe, c'est un rôle cérémoniel, pardon, il n'y a pas de mal. Porteur, oui, voilà, donc un rôle traditionnel, mais nous représentons toute une panoplie de ce que c'est d'être indien aujourd'hui. Jesse? You know, literally every single day, I'm thankful for being Native. And not in a nationalistic sort of, ethnic pride way, but I truly believe that I learned all the lessons that I needed to survive, to be successful, and to be self-fulfilled, self-actualized. From this little tiny small town in Montana. En fait, littéralement tous les jours, je suis reconnaissant d'être né indien. Et je ne le dis pas dans un sens de nationalisme chauvin ou de fierté, d'appartenance ethnique. Mais je pense qu'être indien, cela m'a permis d'apprendre toutes les leçons qui permettent de réussir, qui permettent de survivre, qui permettent de s'accomplir. Et cela m'a permis de grandir à partir de cette petite ville du Montana d'où je viens.
growing up on the Blackfeet Reservation, you fight a lot. And you learn to be tough in many ways, not just physically, but you learn to be tough. And I tell folks, I work within schools there on the Blackfeet Reservation, and I tell my young students, people say, you go to New York City, if you can make it there, you can make it anywhere. I went to New York City, I got a law degree. I got a real high-paying job. I got a nice apartment. I got street vendor food. I got treated good. Only Browning beat me up. Only the Blackfeet Reservation beat me up. So if you can make it on the Blackfeet Reservation, you can make it anywhere. J'ai grandi dans la réserve Blackfoot et là, je peux vous dire qu'on se bat tous les jours. Et on apprend à avoir le cuir épais, pas seulement d'une manière physique, on apprend aussi la résistance mentale. Maintenant, je donne des cours dans la réserve Blackfoot et je dis à mes élèves, eh bien, vous savez, quand on peut survivre à New York, dans la ville de New York, eh bien, on peut survivre n'importe où. Et oui, c'est vrai. J'ai vécu à New York, j'y suis allé, j'ai obtenu mon diplôme de droit, j'avais un excellent job, très bien payé, et c'était la belle vie. Mais il n'y a que la réserve indienne qui m'a appris vraiment à me battre. Ce n'est que là que j'ai pris des coups. So that's not to idealize any of the struggle that absolutely happens in our homelands. It's there. But it is to say that the reason why I love being Native and the reason why I love growing up in my homelands and the reason why I still love my homelands is because it uniquely equips me to do what Native people do better than anybody in the world. And that's to take something ugly, like getting beat up, or the murder of 60 million buffalo, or terrible government rations that were intended to poison us. And through love and creativity and intuition, they put it in this pot and they boil it up and they make this incredible stew that nourishes us and is powerful and helps us to grow. And that's what Indian people do better than anybody else. We figure out ways to make something beautiful out of something ugly that was intended to kill us. And I'm really, really happy and thankful to be a part of that tradition. Ce que je dis, ce n'est pas pour idéaliser les difficultés que nous rencontrons dans le pays indien, mais c'est pour dire que avoir la chance d'être né indien, avoir eu la chance de grandir dans une réserve indienne, m'a permis d'être équipé de manière tout à fait unique pour faire ce que les Indiens font le mieux, à savoir transformer ce qui est terrible dans la vie en quelque chose de beau. Le fait, par exemple, de prendre des coups, l'extermination de 60 millions de buffles, de bisons, ou le fait, par exemple, d'avoir dû survivre avec des rations gouvernementales qui, en fait, étaient faites pour nous empoisonner. Et ce qu'on voit chez les Indiens, c'est cette capacité, grâce à de l'amour, à de la créativité, à de l'intuition, c'est ce don qui leur permet de transformer tout cela en un ragoût, en une soupe qui sera incroyablement nourrissante, qui sera succulente, qui va nous donner de la force, qui va nous permettre de grandir. Ce que les Indiens font mieux que quiconque, c'est de transformer ce qui est laid dans ce monde, ce qui est terrible, en quelque chose de magnifique. Et c'est pour cela que je suis reconnaissant d'être indien. David? What's the question, Francis? C'était quoi la question déjà? What does it mean being Indian today in America? What does it recover? What does it, you know, to us, we could tell you what being French is, you know. So I know you know the question, so I let you answer.
You know me too well. Tu me connais trop bien. I do, that's for sure. I have no authority. I mean, Qui suis-je? Qui suis-je? Go ahead. Pour qui suis-je pour le dire? I have no power. Je n'ai pas de puissance. All I have is my experience. Tout ce que j'ai, c'est mon expérience. I don't represent my tribe. Je ne représente pas ma tribu. I'm not a spiritual leader. Je ne suis pas un guide spirituel. I'm not a political leader. Je ne suis pas un dirigeant politique. All I have is my experience. Tout ce que j'ai, c'est mon expérience. What is it like to be Indian in America today? Well, there are over 2 million of us. You're going to get 2 million different answers. Of course. Right. But this is your answer I am looking for. I don't know, Francis. I mean, Ojibwe, we're different than the Blackfeet, right? We don't live on the plains. We never have. We live in the woods. Our homeland is the Great Lakes and the woodlands around the Great Lakes, to the north and to the south, to the west. All right, we've made our life in the trees. We're very good at camouflage. Alors, qu'est-ce que c'est être un Indien dans l'Amérique d'aujourd'hui? Eh bien, on est plus de 2 millions et vous allez obtenir plus de 2 millions de réponses. Chez les Ojibwe, on n'est pas comme les Blackfeet, on ne vit pas dans les plaines, on n'a jamais vécu dans les plaines, on vit dans les forêts, dans la région des Grands Lacs et les bois alentours, dans le nord, dans le sud, dans l'ouest. On a fait notre vie dans les forêts et on est très très bon pour se camoufler. We're good at hiding. On sait très bien se cacher. We're good at talking. On sait très bien parler également. We're good at these things. On est bon pour ces sujets. I mean, in my life, it runs this strange range to get personal for a moment, which I'm loath to do. Alors, vous savez, dans ma vie, c'est toujours un peu bizarre de parler d'un point de vue personnel comme ça. I mean, for example, in 2007, my grandfather was a veteran of D-Day in the Battle of the Bulge, and he participated in the liberation of France. Donc, par exemple, en 2007, mon grand-père était un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Il a libéré la France. Il était là au jour du débarquement. And he came back to the village of Bina on the Leech Lake Reservation, where my family's from, and he never left again after the war. Et quand il est revenu dans notre village, dans notre réserve, et il n'en est jamais parti depuis. But the war never left him. Mais la guerre ne l'a jamais quitté. And in 2007, he committed suicide. He shot himself in the head. Et donc en 2007, il s'est suicidé d'une balle dans la tête. And it seemed like a reasonable thing to do for my grandmother to ask me if I would go and clean up where he did it. Et il semblait tout à fait normal que ma grand-mère me demande si je pouvais aller là où il s'était suicidé et nettoyer. And so I'm cleaning up my grandfather's brain, not to put too many words to it. Et donc, pour le dire diplomatiquement, j'ai nettoyé un petit peu les bouts de cerveau de mon grand-père. Off the floor, off the walls. Il est sur le sol, sur les murs. And I really came face to face for myself with sort of the sum of our existence. It was a very profound and not so fun moment. Et donc j'ai été un petit peu face à face avec la somme de notre existence. Ce n'était pas un moment agréable à vivre. And it seemed to me that we have been really good. I'm just talking about me. I'm just talking about my family, my village. We're really good at surviving. Et donc, il semblerait que moi, ma famille, mon village, soyons très très bons quand il s'agit de survivre. We're really good at staying alive long enough to make more Indian babies. On arrive à survivre assez longtemps pour faire encore plus de bébés indiens. And one of the ways in which we've survived is by really cutting each other a lot of slack, not judging each other, right? Being inclusive. So in my village, you can fuck up in the biggest way. You always get to come home. Et donc, l'une des manières qui nous a permis de survivre, eh bien, c'est qu'on se donne du lest, on ne se juge pas, on est inclusif. Dans notre village, vous pouvez faire la pire connerie, vous pourrez toujours rentrer à la maison. And so while that facilitated our survival, however, I don't think it has facilitated our success. Alors ça nous a permis de survivre, ça nous a aidé à survivre, mais ça ne nous a pas réellement rendu la tâche plus facile lorsqu'il s'agit de réellement s'en sortir et d'être couronné de succès. Holding ourselves to a low standard has enabled us to survive, but I think to survive further, we have to hold ourselves to a much higher standard.
Donc on a été un petit peu discret, entre guillemets, pour survivre, mais si on veut aller plus loin, il va falloir qu'on s'érige un petit peu plus. So there's this little kid. I see him at ceremonies all the time. He's not so little now. He's 18. He's bigger than me. Donc j'ai un fils qui est un enfant assez petit, non, il a 18 ans maintenant, il est plus grand que moi, il va à beaucoup de rituels. And he really admires me for some reason I can't figure out. Et il m'admire beaucoup, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. And he came up to me one year, at our ceremonial doings, and he said, "Hey, so I got 5 A's and 1 B in school." Et une année, il est venu à la cérémonie, il me dit « j'ai eu 5 A et 1 B à l'école ». And I looked at him and I said, "What happened with that B?" Et je lui ai demandé « mais pourquoi il y a un B dans ça ?» And he just walked away. Et il est parti. And then next year I saw him again. He says, "Hey." I was like, "What?" He said, "All A's." Et l'année suivante, il m'a dit « j'ai eu que des A cette fois-ci ». I said, "Okay. That better not change." J'ai dit « ça n'a pas intérêt à changer ». And now he's going to be the first person in his family to ever go to college. To ever go to university. Et maintenant, ça va être le premier à pouvoir aller à l'université. I'm pretty proud of that Et kid. j'en suis assez fier. Oui, dans le film qu'on a vu, il y a quelque chose justement qui relève du choix difficile entre aller à l'université justement et puis rester. Et donc c'est vrai qu'à la fois la force de ces liens familiaux et puis de ces liens tribaux est quelque chose d'extrêmement réconfortant. On peut toujours rentrer chez soi même quand on a eu des échecs. Mais d'un autre côté, choisir d'avoir une ambition personnelle et de quitter le groupe, c'est aussi très difficile. Et donc on le voit avec le nombre d'abandons en cours d'études des Indiens qui vont à l'université, qui en dépit de leur capacité, tout d'un coup décident de mettre un terme à leurs études et de revenir chez eux. Alors on l'a vu à travers ce que chacun d'entre vous avait pu nous dire, les problèmes sont nombreux, on connaît tous ici ce qu'a été l'histoire des relations entre les États-Unis ou le Canada et les peuples indiens de ces deux pays. Selon vous, les uns et les autres, qu'est-ce qu'il faudrait qui change exactement pour que les années à venir, pour les générations futures, eh bien ce pays indien accède enfin à quelque chose qui a été la promesse de l'Amérique pour beaucoup de personnes qui sont venues de tous les endroits du monde dans ce pays, qu'on présente souvent comme étant le pays de la liberté, le pays de toutes les possibilités, land of opportunity. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que, pour les Indiens aussi, l'Amérique remplisse ses promesses? Et quand je dis l'Amérique, c'est le Canada et les États-Unis, bien évidemment. I think the most pressing issue in my country, in Canada, is Canadians' woeful ignorance of our own history and recognition of what we've done to our Native peoples through our residential school systems for 140 years in this country. Alors, pour moi, donc au Canada, la situation la plus pressante, le sujet le plus urgent à résoudre, c'est de se rendre compte et de reconnaître l'ignorance que l'on a de l'histoire récente de notre pays et de reconnaître ce qui s'est passé pendant 140 ans dans le pays avec les écoles d'Indiens qu'il y a eu. Canadians are more polite than Americans, I think it's fair to say, and including in our racism. Les Canadiens sont beaucoup plus polis que les Américains dans beaucoup de côtés et également quand il s'agit de racisme. Whereas the American government of the 1800s was pretty direct in how they wanted to deal with the Indian problem. The Canadian government was much more British about it. We took away the children from the families and put them into these institutions. They were not schools at all. They were horrible institutions. And the last one closing its doors in 1996. Et donc, là où le gouvernement américain, au début du siècle, était très direct dans sa façon de gérer le problème indien, les Canadiens étaient beaucoup plus british dans leur façon de gérer la situation. Et eux prenaient les enfants et les arrachaient de leur famille pour les mettre dans ces soi-disant écoles qui, en réalité, n'en étaient pas du tout et qui étaient des institutions absolument atroces. Et la dernière de ces institutions a fermé ses portes en 1996. Some numbers have the number of children not
going to these schools but dying in these schools in Canada at 30,000. Et donc, certains des chiffres avancés pour dire le nombre d'enfants qui sont morts dans ces institutions, le chiffre s'élève à 30 000. It's been what's called by the highest judge in Canada of the Supreme Court a cultural genocide. C'est ce qu'un juge de la Cour suprême au Canada a appelé un génocide culturel. And yet up to just a few years ago, anyone who wasn't Indigenous really didn't know about this. Et il y a encore quelques années, quelqu'un qui n'était pas indien au Canada ne savait absolument pas ce qui s'était passé dans son propre pays. We're trying to change that. It's become one of my kind of life missions in my country is to bring awareness to this. Et on est en train d'essayer de changer ça. Et d'ailleurs, une de mes missions, c'est vraiment de faire en sorte que les gens sachent ce qui s'est passé dans l'histoire récente du pays. Not to make people feel guilty or bad about what happened in history, but to make them realize we are not the country we think we are. When you think of Canada, you think of nice, polite people who will do anything for you, go to war for you, will be peaceful for you, will do what you like, will do what you want. But there's a huge black stain in my country that needs to be dealt with. And when I say dealt with, I mean the reparations need to be made. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut culpabiliser toute une génération, mais il s'agit simplement de faire prendre conscience aux gens que ce pays n'est pas le pays qu'ils pensent connaître. Quand on pense au Canada, on pense aux Canadiens comme étant des gens gentils, polis, qui vont partir faire la guerre pour vous, qui feront la paix pour vous, qui feront absolument ce que vous voulez. Mais en réalité, il y a cette espèce de tâche qu'il faut, enfin cette espèce de tache noire, et il faut absolument la gérer. Et quand je dis gérer, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait réparation. If this country, this Western view of this country that was born in 1867 has any future, we have to decide, are we as Canadians going to live in a haunted house for the rest of our lives, or are we going to begin the exorcism? Are we going to begin the reconciliation? Which is a loaded word, but what are we going to do to make peace with the fastest growing population in our country? A population in Canada of 35 million people, they're coming close to 2 million people, Indigenous people in our country. Et pour un pays donc, qui est né, qui a vu le jour en 1867, si on regarde vers l'avenir, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut vivre dans une maison hantée pour le restant de l'existence du pays, ou est-ce qu'on veut entamer ce processus d'exorcisme, de réconciliation? Je sais que c'est un mot chargé, mais ce que je veux dire, c'est vraiment, est-ce qu'on veut faire la paix avec cette population qui est la population qui augmente le plus dans le pays? Le Canada a 35 millions d'habitants, et les populations indigènes représentent près de 2 millions d'habitants. And just I could go on, but just to finish this part, our country cannot move forward when the missing and murdered Indigenous women in our country are in the thousands, and nobody has done anything about this in any real way until this most recent federal government of Justin Trudeau, who's beginning to look at it. When you have a population in your country where you are 100 times more likely, oftentimes, to be murdered or die a violent way by somebody else, as an Indigenous woman face, we've got a real issue and we've got to deal with it in this country. Et je pourrais parler encore bien plus longtemps de ce sujet, mais pour terminer, je voudrais dire que le pays ne pourra pas avancer lorsque un peuple se fait tuer par milliers et que rien n'est fait, quoique le nouveau gouvernement en place avec Trudeau commence à aborder le sujet et à le gérer. Il faut savoir que dans ce pays, on a 100 fois plus de chances de mourir d'une mort violente quand on est une femme indienne que si on vient d'une origine différente. Et donc ça, c'est un problème totalement, enfin d'une gravité absolue et qu'il faut absolument gérer. Jesse? How do we participate in the American dream? What should be brought to Indian people? What should change to allow Indian people to take their part of that dream, you know? That's a fair question, Francis, but I think we have to question the underlying assumption that the American dream is something that we actually want. That's true.
we talked briefly about this group of brave, courageous Native people and a few sprinklings of non-Native people in Cannonball, North Dakota, who are actively resisting a pipeline that's going through their territories. And there's been efforts, as it always happens, when folks want brown people or black people to bear the brunt of economic exploitation, predatory economics, to give payoff money and say, we'll give you this in exchange for your silence and your agreement to this project. Donc la question, Francis, c'était que faudrait-il changer pour que les Indiens d'Amérique puissent prendre part au rêve américain? Eh bien, j'aimerais... C'était pas tout à fait ça ma question, mais c'était... Et des droits aussi à des chances... pardon. No, I told Arno, my question was not really about the American dream, but Indian people were allowed to get their share of a land of opportunity, of possibilities. Sorry. Bien, j'aimerais en tous les cas mettre en doute cette notion sous-jacente que les Indiens d'Amérique aimeraient prendre part au rêve américain, même si ce n'était pas tout à fait la question. Nous avons parlé tout à l'heure de ce groupe courageux de ces tribus qui résistent contre le passage d'un oléoduc sur leur réserve dans le Dakota du Nord. Il s'agit d'un petit groupe de personnes. Et on voit dans l'histoire américaine qu'à chaque fois, il y a eu des petits groupes de gens qui n'étaient pas blancs, qu'ils soient afro-américains ou indiens d'Amérique, qui ont résisté ou qui ont été victimes de l'exploitation économique, de la prédation économique, à vrai dire. Ce sont des gens dont on a cherché à acheter la complicité et le silence en les payant. Based upon the evidence, and I'll explain that evidence in a second, I don't believe that it's Native people's role globally. And when I say I believe, I'm not saying this based upon opinion. It's based upon a lot of nations' actions to participate in this very, very skewed vision of economics that is destroying Earth, that is leaving nothing for further generations. And when I say that, I'm saying it because you have these brave souls in Cannonball, North Dakota, where there's rampant unemployment, all the socioeconomic maladies that are endemic to poverty, and yet they say, we're not going to take this payoff money. You're not going to put this pipeline through our lands. You have the Northern Cheyenne in southern Montana, where there's 80% unemployment, yet are sitting on billions of dollars of coal that say, no, we need to rethink this. We don't want to take this money in exchange for this dirty coal. You have the Blackfeet people, these handsome, brilliant, and modest Blackfeet people sitting on billions of dollars of natural gas and oil that said, no, we're going to cancel these leases. I think our job is to make America rethink their relationship with money. That perhaps you can't buy everything. Everything does not have a price tag attached to it. And despite our objective poverty, we're very rich. We're some of the richest places in the world. And that's something you can't buy. And I think that's what Standing Rock, Northern Cheyenne, with Blackfeet, with Lummi, with all these places are telling us. There's exceptions, there's anomalies, there's Native people who are given into that spirit of capitalism. But I think we're making white America specifically rethink that. Je ne crois pas, en fait, que le rôle des Indiens d'Amérique soit de participer à un projet capitaliste qui vise à la destruction des ressources et à ne rien laisser aux générations futures. Et quand je dis cela, il ne s'agit pas d'une simple opinion que j'ai, mais de quelque chose qui se fonde sur les actions de la plupart des peuples indiens,
des États-Unis. Et je dis ça aussi en hommage à ces personnes courageuses dans le Dakota du Nord qui connaissent un taux de chômage très élevé, chez qui la pauvreté est endémique et qui néanmoins refusent l'argent qui achèterait leur silence pour laisser passer un oléoduc. Je pense aussi à ce peuple Cheyenne où le chômage atteint 80% et qui refuse l'exploitation du charbon. Ils refusent d'être payés, de devenir plus riches en échange de ce charbon qui se situe sur leur terre. Je pense aussi au merveilleux peuple des Blackfeet, c'est ce peuple grand, courageux, fort. Aussi, ils disposent de ressources naturelles qui valent des millions de dollars. Et pourtant, que font-ils? Ils révoquent les contrats d'exploitation. Je pense que le rôle, la mission des Nations indiennes, c'est de repenser la relation des États-Unis d'Amérique avec l'argent. Oui, il est vrai que nous sommes pauvres, il y a de la pauvreté, mais objectivement, nous sommes extrêmement riches, nous sommes même parmi les plus riches. Et je pense qu'il faut donc faire prendre conscience aux États-Unis que tout ne peut pas être acheté, même si en pays indien, il y a quelques exceptions. David? What do we need? De quoi a-t-on besoin No, de but réformes? what should be done in order to allow Indian people to fight poverty, to fight despair and alcoholism, and what should be done in order to allow Indian people to get better lives in America? What should be today? done? Yeah, what should happen? Well, the United States government has spent 240 years trying to wage a religious war against our native religions, an economic war by trying to take land, resources, and food. Donc le gouvernement, depuis 240 ans, a essayé de mener une guerre de religion contre les religions des Indiens, une guerre économique en essayant de s'accaparer nos terres, nos ressources et notre nourriture. I'd like to point out that the United States Army did not defeat the Dakota on the field of battle. They won because they destroyed the food. J'aimerais également indiquer que l'armée américaine n'a pas vaincu les Dakota sur le champ de bataille. Ils ont vaincu en détruisant leurs réserves alimentaires. They've been waging a social war Il y a également une guerre sociale by forcing Indian children into residential boarding school for many years. en envoyant les enfants indiens dans des écoles avec des internats pendant de très nombreuses années. We're not stupid people. Nous ne sommes pas stupides. Why would we expect this government that has been doing this for 240 years to turn around and do the opposite? Comment pourrions-nous nous attendre à ce qu'un gouvernement qui a fait ce genre de choses pendant 240 ans, d'un coup, fasse l'inverse? That's up to us. And this is the thing that I think a lot of people forget. It's not shocking what the government has done for 240 years. That's not surprising. Alors, j'ai l'impression que beaucoup de personnes oublient. Ce n'est pas choquant de voir qu'un gouvernement a fait ça pendant 240 ans. Non, ce n'est pas surprenant. What is surprising is, despite their best efforts, what's surprising is how much we have held on to. That's surprising. Ce qui est surprenant, c'est que de voir à quel point on a réussi à garder des choses, conserver des choses malgré tous ces efforts du gouvernement. And that's what we should focus on. Et c'est ce sur quoi on doit se concentrer. We should try and change our situations for ourselves. C'est à nous de changer cette situation, c'est à nous d'essayer de le faire. We should, as they're doing in Standing Rock right now, rely on one another to try and change our future. Comme ils le font à Standing Rock, c'est à nous de nous appuyer les uns sur les autres afin d'essayer de changer notre destin. The United States government isn't going to bring our native languages back. We are. Ce n'est pas le gouvernement américain qui va faire renaître nos langues traditionnelles. The United States government is not going to bring our religion back. Ils We are. ne vont pas faire revenir notre religion, c'est nous qui allons le faire. And the United States government is not going to protect our homelands. We are. Et ce n'est pas le gouvernement américain qui va protéger notre terre natale, c'est nous qui allons le faire. And that's what it will take. C'est comme ça qu'on réussit.
voudrais revenir un peu sur ces questions d'oléoducs, parce qu'il y a 2 oléoducs différents. Il y a le Keystone Pipeline XL, et qui devait traverser en fait les États-Unis en partant du Canada, de l'Alberta, pour faire passer du pétrole brut et le conduire jusqu'à Golfe du Mexique. Et il y a également le Dakota Access Pipeline, et c'est celui dont nous venons de parler, et donc qui devrait passer à proximité d'une réserve Lakota de Standing Rock et conduire donc du pétrole de schiste qui a été en fait recueilli dans le Dakota du Nord, dans un lieu où il y a une zone d'exploitation, de fracturation hydraulique très intense, et conduire ce pétrole de schiste vers l'Illinois et ensuite vers le Texas et vers la côte Est. Et donc, dans le premier cas, le Keystone Pipeline, le président Obama s'est opposé à la prolongation de cet oléoduc parce qu'il il a pris en considération justement l'objection des communautés autochtones. En ce qui concerne le Dakota Access Pipeline, la question lui a été posée avant-hier, alors qu'il était en voyage dans l'Est, je crois en Asie, au Laos, et il a répondu de façon très indirecte, parce que bien sûr, il arrive au terme de son mandat, et donc il ne sait pas ce que va faire Hillary Clinton. Dans le cas du premier oléoduc, le Keystone... Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque administration, on peut remettre en cause les acquis de la précédente administration, puisque le statut des Indiens, aux États-Unis au moins, dépend des pouvoirs pléniers du Congrès. Et donc, on retient son souffle pour savoir ce qui va se passer au mois de novembre. Alors, une dernière question, parce que malheureusement, l'heure tire à sa fin, mais j'aimerais quand même vous interroger les uns et les autres. Et principalement David, Jassy et Joseph, parce que vous êtes tous les trois des artistes, des écrivains. Jassy Ross est aussi rappeur. On va terminer cette rencontre tout à l'heure avec un de vos clips consacré justement à Marlon Brando et le rôle qu'il a tenu dans la défense des droits de pêche dans le nord-ouest des États-Unis. Mais j'aimerais que vous disiez comment vous voyez votre rôle d'artiste, parce que bien entendu, ce n'est pas le fait d'être un Indien qui fait de vous des artistes, mais le fait que vous soyez artiste fait en sorte quand même que vous communiquez à travers des arts que sont la littérature, la musique, la chanson, des échos du monde dont vous venez. Votre identité, elle joue un rôle dans votre identité d'artiste également. Et j'aimerais que l'on conclue là-dessus. Pour vous, quel est le rôle de l'artiste dans les communautés indiennes? J'aimerais que chacun d'entre vous nous dise un peu quelque chose à ce sujet. David Troyer. Oh, God. Really? I think it was Montaigne that said something like, if he humbles himself, I praise him. And if he praises himself, I humble him until he comprehends that he's an incomprehensible monster. Il y a une citation qui dit « Si quelqu'un est humble, je le félicite, et s'il se félicite lui-même, j'essaie de le rendre humble jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est très très compliqué, c'est un monstre de complexité. » So my job is to disrupt everything, Donc mon travail, eh bien, c'est de tout perturber, tout remettre en question, but to sound pretty while I'm doing it. mais de le faire avec une jolie voix, une belle écriture. It's as good as I've got. C'est tout ce que j'ai à vous dire. That's all I got. C'est tout ce que j'ai. It's been a long day. La journée a été longue. And he's good at disrupting things, I can tell you that. C'est bien, quand il s'agit de perturber, il sait faire. Hein. Jassy. I'm sorry. The question again. The question is, I was gonna fake it. you're all artists. Martin And Luther King. of course, your identity is not defining you as artists, but the works of art that you produce and you send to other people, especially here in France, away from home, it says something about the place and the people you belong to. So what is, to your opinion, the role of the artist in the context of a native community? What is
what is his role exactly? Because it's not a role only directed towards Indian people, but also people from all over. Yeah. This is one that I really couldn't make any more global than me. I have the unique honor of descending from a long history of storytellers. And I mention this at least once a day. Native people are the best storytellers in the world. We are. And I simply try, sometimes I get a little bit too exalted. Sometimes I think I'm more than I am. And during those times, I do get humbled. But I appreciate that humbling because that reminds me, my grandpa, his name was Percy Bullchild, and he made these incredible paintings. I think they call them pictographs on buffalo hides. And on those buffalo hides, they had a bunch of little stories all over the place. And leading up to the present time, and sometimes even leading into the future. And that was prophecy. Eh bien, j'ai l'illustre honneur de descendre d'une longue lignée de raconteurs d'histoire. Et chaque jour, je me dis que c'est vraiment un privilège, c'est une chance. Nous, les Indiens d'Amérique, nous sommes les meilleurs raconteurs d'histoire au monde, vraiment. Et donc, quelquefois, cela me rend un peu trop enthousiaste. Et dans ces cas-là, j'aime bien être ramené à la réalité des choses. J'aime bien la leçon d'humilité. J'aimerais parler ici de mon grand-père qui peignait sur des peaux de bison. Il peignait des histoires. Et ces histoires, elles commençaient dans le passé, elles décrivaient le présent, et parfois, elles avaient également une valeur prophétique. Elles parlaient de l'avenir. And I try to think of life from that perspective of all of these little stories on the hide. And I realize that I'm one little tiny box up there. And I'm nothing more than that. And so what I try to do, and this is the reason why it's entirely personal and not any more global than that, is simply to not be the weak link in there. I come from absolutely brilliant, amazing, resilient, stubborn, incredibly stubborn. We don't know when to quit. There's been times in our history when we should have quit, when there were less than 250,000 Native people all over the whole country, and the United States government wanted to kill us. Why don't you die? And we won't. And I come from that tradition. And I just try not to be the weak link in that tradition. Just try not to be the person that says, this is too much for me. I'm going to stop telling stories. I can't do that. La manière dont je vois mon rôle dans la vie, c'est comme celui d'un tout petit personnage sur une de ces peaux de bison, dans une de ces histoires racontées sur une peau de bison. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne suis rien de plus que cela. Et c'est pour cela que ce que je vous dis a une portée purement personnelle. Je ne prétends pas là décréter ou proclamer une vérité universelle. Ce que je cherche à être, c'est ne pas être le maillon faible. Je suis le descendant d'un peuple qui a été incroyablement courageux, incroyablement entêté aussi, de personnes merveilleuses qui, malheureusement, parfois ne savaient pas accepter qu'une bataille était perdue. Et quand les États-Unis, quand nous n'étions plus que 250 000 à rester sur le territoire des États-Unis et que les Américains voulaient notre mort, eh bien, nous avons refusé de mourir. C'est cela, ma tradition, et c'est pour cela également que je ne veux pas être le maillon faible. Je ne veux jamais être dans une position où un jour je dirais « Non, tout cela est trop pour moi, je veux arrêter de raconter des histoires ». Non, ça c'est impossible. Et un tout petit commentaire, je connais la famille de Jesse, et Percy Bullchild est l'auteur d'un livre formidable qui s'appelle « The Sun Came Down », Le soleil est tombé, qui a été une tentative de
rassemblement de toute la cosmogonie et de toute la mythologie Blackfeet. Il ne l'a pas dit, je le dis. Joseph, what is your opinion of the role of the artist for within the community and towards the rest of the world? I've always wanted to be a storyteller. I've watched storytellers all my life, and storytellers always they get the money and they get the attention and they get the ladies. Alors j'ai toujours voulu être conteur, j'en ai vu depuis toujours, et j'ai vu que c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui reçoivent toute l'attention, et c'est eux qui ont les femmes. So clearly I have a long way to go. I have a long way to go. Donc il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. But there's an old beautiful Cree story. It's an Oji Cree legend of the spider that comes down from the heavens, and she descends on her silky thread to create the world. And as a story, it's a very romantic and kind of beautiful thing. That's what I'm trying to do as a storyteller, is I weave a world, sometimes out of my butt, actually, like a spider does a thread. But Il y a une légende Cree qui raconte l'histoire de la création du monde, et c'est en fait une araignée qui descend du ciel et qui, avec son fil de soie, crée le monde. Et en fait, moi, en tant que conteur, c'est ça que je veux faire. Je veux créer une histoire. Je veux créer des histoires comme l'araignée le fait, avec son fil qui sort de son derrière. I wanted to say that just to see how it translates to French. It's good. And to make her do that, that's great. Like, merci, Marie. But my job is to tell a good story first and foremost, is to not educate, but to entertain. And if I do it right, and if I choose the right stories that come to me, then there will be hopefully a little bit education too. It's like if I've done a good job, it's like I've given someone a piece of bacon, but what they don't know is they ate that delicious bacon, that there's a little bit of medicine wrapped in that bacon too for them. En fait, non, mon boulot, c'est d'écrire de bonnes histoires. L'idée, ce n'est pas d'éduquer les gens, c'est avant tout de divertir. Et avec un peu de chance, si je réussis mon travail, il y aura un petit peu d'éducatif aussi dans ce que j'écris. Vous voyez, en fait, c'est un peu comme si je vous donnais un bout de bacon à savourer, et ce que vous ne savez pas quand vous mangez ce bacon, c'est que finalement, il y a aussi un petit peu de médicaments dedans. C'est une formidable conclusion. Alors, juste avant qu'on regarde ce clip de Jassy Ross, j'aimerais remercier Yannick et Hervé à la régie, qui a